Après avoir refusé de me porter caution pour le prêt de 50 000 € pour le pick-up de mon frère, toute ma famille m'a ignoré pendant 8 mois, sans aucun appel, ni SMS, pas même pour les anniversaires. Puis la boîte de vitesse de mon père a lâché et il m'a appelé en disant qu'il avait besoin de 4 000 € avant vendredi, ce à quoi j'ai répondu que j'étais désolé mais que je ne parlais pas aux inconnus, et au moment où il a raccroché, mes mains sentaient encore la fumée et le poivre. C'était un jeudi soir à Lyon, il était 22h42, la canicule de juillet transformait l'arrière-boutique en véritable étuve après un service de 200 couverts dans le restaurant de grillade haut de gamme où je suis chef de cuisine, l'écorce et la braise. Mes commis grattaient les plaques, quelqu'un passait du vieux Johnny Hallyday à fond sur un téléphone, et j'étais appuyé contre la chambre froide en essayant de me rappeler si j'avais mangé autre chose qu'une cuillère de dégustation. Mon fils de 6 ans, Léo, était assis dans le box vide juste à l'entrée de la cuisine avec son casque sur les oreilles et son sweat à capuche dinosaure zippé jusqu'au menton, comptant les os de travers de porc dans son assiette comme s'il s'agissait d'un examen de maths. Me jetant de temps en temps ce regard furtif que font les enfants après une longue journée. Mon téléphone a vibré dans mon tablier affichant le nom de mon père dont le dernier appel manqué remontait à des mois, et j'ai senti ma bouche s'assécher instantanément. J'ai répondu par un simple « ouais » et sa voix est tombée, tendue et bruyante au-dessus d'un bruit de moteur, me demandant si j'étais occupé alors que je regardais la pile de bons de commande déjà clôturée et Léo qui alignait des petits pois sur sa fourchette. J'ai répondu que je venais de fermer la cuisine et il n'a pas pris la peine de faire la conversation en m'annonçant que sa boîte de vitesse était morte et qu'il lui fallait 4 000 balles avant vendredi. Je fixais une côte de bœuf oubliée sur un plateau avec la sauce qui séchait sur les bords en lui demandant de répéter la somme. Ce qui l'a fait s'emporter en disant que je savais très bien ce que ça coûtait et qu'il avait fait remorquer la voiture chez le garagiste qui ne commencerait les travaux qu'une fois le liquide versé. J'ai gardé une voix calme en lui disant que je n'avais pas 4 000 € qui traînaient, mais il a ricané si fort que j'ai dû écarter le téléphone en me reprochant de faire le grand chef qui poste des photos de ses primes. De son nouvel appartement et de ses couteaux japonais de luxe alors que je refusais d'aider mon propre père. Dans son box, Léo avait arrêté de compter ses petits pois et avait retiré une oreille de son casque, les épaules remontées jusqu'aux oreilles, alors je suis sorti par la porte arrière dans la ruelle pour qu'il n'entende pas tout, entre l'odeur du bac à graisse, de la benne à ordures et le vrombissement de l'autoroute. J'ai expliqué à mon père que ma prime était partie dans mon épargne de précaution et pour l'appareil dentaire de Léo, mais il a rétorqué qu'il était lui-même mon urgence et que je lui redevais bien ça après avoir laissé tomber mon frère à la concession automobile. On tenait à peine 30 secondes avant de revenir à l'histoire du pick-up et j'ai rappelé que refuser de se porter garant pour un crédit de 55 000 € n'était pas un abandon. Mais il a lâché un rire siffleur en disant que j'avais tourné le dos à la famille et qu'il m'avait laissé mariner pour que je me calme. J'ai ri nerveusement en lui demandant s'il m'avait vraiment laissé me calmer alors qu'il m'avait ignoré, moi et mon gosse, pendant 8 mois, mais il a balayé ça d'un revers de main en disant que les gens sont occupés. Je lui ai rappelé qu'il avait raté l'anniversaire de Léo, que ma mère m'avait bloqué sur Facebook et que mon frère Nathan m'avait viré de la discussion de groupe, mais il a immédiatement répondu que c'était parce que je les avais humiliés et que personne ne m'avait dit non. Il voulait juste que je retrouve mes esprits. Je sentais mon cœur battre dans mon cou et mon cerveau a commencé à compter compulsivement les objets autour de moi, 2 bennes, 3 caisses de lait, une vieille enseigne lumineuse, tandis que la voix de mon père devenait mielleuse, ce ton qu'il utilise juste avant de frapper fort. En disant que j'avais marqué mon point avec le pick-up mais que là c'était différent car il avait besoin de sa voiture pour bosser. Il m'a demandé si je voulais qu'il perde son job pour 4 000 € et m'a ordonné de faire un virement sur le même compte que d'habitude en disant que le garagiste donnerait sa place à quelqu'un d'autre si l'argent n'était pas là vendredi. La porte arrière s'est ouverte sur Léo qui me fixait avec son sac à dos, et j'ai pensé à mon livret avec ses 8 213 €, à la Golf que Nathan avait bousillée il y a 8 ans et qui entachait encore mon dossier bancaire, et à ses 8 mois de silence radio sans Noël ni nouvelles de son petit-fils. Ma main tremblait sur le téléphone. Mon père a aboyé mon nom en demandant si je l'entendais et si j'allais enfin faire ce qui est juste ou rester égoïste, et j'ai senti quelque chose se figer en moi, ni de la rage ni de la douleur, juste une fin définitive. J'ai mis le haut-parleur une seconde pour appeler Léo, je voulais qu'il entende ma voix quand je le dirais, puis j'ai repris le téléphone à l'oreille et j'ai dit calmement à mon père que je ne lui enverrais pas l'argent. Après un froid polaire, il a commencé à sortir le grand jeu du « après tout ce que j'ai fait pour toi », mais je l'ai coupé en disant que je ne parlais pas aux inconnus, car ils avaient cessé d'être ma famille le jour où ils avaient décidé que ma solvabilité et mon fils étaient négociables. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié, il a respiré bruyamment en me promettant que je le regretterais et que je finirais par ramper pour revenir, mais j'ai raccroché, glissé le téléphone dans ma poche et pris Léo par l'épaule pour rentrer à la maison. J'ai 34 ans,
Je suis chef de cuisine dans un restaurant réputé de Lyon, divorcé avec un enfant, et je me suis apparemment découvert une colonne vertébrale vers mes 32 ans. En grandissant, l'histoire préférée de ma famille était de raconter à quel point j'étais responsable, moi qui avais commencé à faire la plonge à 15 ans pour m'acheter ma propre console et qui, à 18 ans, retenait les rendez-vous et les factures de tout le monde. Mon jeune frère Nathan était le rêveur, ce qui dans notre maison signifiait que tout le monde épongeait ses dettes pendant qu'il tentait des trucs qu'il ne finissait jamais. Mes parents, Jean-Pierre et Chantal, possèdent une petite maison à Saint-Étienne qu'ils appellent fièrement le domaine familial, bien que ce ne soit qu'un simple pavillon avec du carrelage vieillot, et leur seul plan de retraite était que la maison soit payée et que leur fils les aide. Tout a commencé quand j'avais 19 ans et que je vivais chez eux pour économiser avant l'école hôtelière. Nathan m'avait convaincu de signer son bail d'appartement pour qu'il soit accepté, me jurant que mes parents aideraient pour le loyer et que je n'étais qu'un nom sur un papier. Mon père m'avait tapé sur l'épaule en disant que la famille s'entraide et que je ne devais pas être difficile, alors j'ai signé, et 3 mois plus tard Nathan a abandonné ses cours pour emménager avec une fille, laissant les loyers impayés et mon nom fiché à la Banque de France. Mes parents ont balayé ça en disant que c'était juste une mauvaise passe et que j'étais bon avec l'argent, ce qui signifiait en réalité qu'ils me sacrifiaient et que je devais les remercier. Le deuxième incident a été la voiture quand j'avais 26 ans et que je trimo en cuisine à Valence. Nathan m'a appelé pour me dire qu'il lançait une boîte de nettoyage de voiture et qu'il lui fallait une BMW d'occasion à 23 000 € pour faire sérieux auprès des clients. Mes parents m'ont harcelé au téléphone, ma mère m'a servi un plat de charcuterie comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires en disant que c'était un investissement et qu'il me retirerait de la caution dès que ça marcherait. Je venais d'obtenir ma première vraie carte de crédit avec un petit plafond, mais j'en étais fier et je voulais un dossier propre pour ouvrir ma propre cuisine un jour, pourtant ils ont utilisé les mots magiques en me demandant de ne pas être dramatique et d'être flexible. J'ai signé, et 2 ans plus tard, Nathan avait raté 3 mensualités avant d'enrouler la voiture autour d'un poteau électrique, l'assurance ne couvrait pas tout et les huissiers ont commencé à m'appeler en plein service. Il m'a fallu 5 ans pour m'en sortir et mes parents m'ont juste dit que c'était de la malchance et qu'ils étaient fiers de ma capacité à tout gérer. Le troisième incident a eu lieu à la naissance de Léo. Mon ex-femme et moi nous sommes séparés juste avant ses 2 ans et j'ai obtenu la garde principale quand elle est partie refaire sa vie à l'étranger. L'argent était rare, je faisais des doubles services et je déposais Léo chez mes parents entre 2 gardes, si bien qu'on a fini par emménager dans leur sous-sol aménagé pour économiser pour un appart sur Lyon. Ce petit moment a duré 3 ans, 3 ans où ma mère me disait que cette maison serait la mienne un jour dès qu'il fallait tondre la pelouse ou réparer une fuite, et où mon père me rappelait chez qui j'habitais dès que Léo faisait trop de bruit dans le salon. Il me demandait 700 € par mois pour m'apprendre la responsabilité alors que je faisais toute la cuisine et les réparations, et quand je demandais où allait l'argent, mon père disait que c'était pour mon futur et le plan familial. Pendant ce temps, chaque fois que Nathan était à découvert, ma mère piochait dans un compte pour le renflouer, et quand j'ai réalisé que c'était le compte où je versais mon loyer, j'ai eu la nausée. Elle m'a souri avec cet air raisonnable en me disant de ne pas chercher la bagarre et que la famille fonctionnait comme ça. Léo a appris les règles avant même la maternelle. À 4 ans il ne demandait plus si son grand-père pouvait venir à la fête de l'école car la réponse était toujours on verra si tu es sage avant d'être oublié. À 5 ans, il mangeait avec une telle propreté chez eux, les mains sur les genoux et la voix basse, qu'il semblait terrorisé à l'idée de faire une tâche. Un soir, il a renversé son lait près de l'assiette de mon père, personne n'a été mouillé mais le verre a basculé, mon père a jeté sa fourchette en me disant de contrôler mon gosse et Léo est resté pétrifié. J'ai pensé que tout cela était temporaire, que les commentaires bizarres et l'aide à sens unique cesseraient une fois que je serais installé à Lyon avec mon salaire de chef et mon propre appartement, mais rien n'a changé. L'histoire du pick-up a commencé 8 mois avant cet appel pour la boîte de vitesse, un samedi d'octobre où j'étais descendu à Saint-Étienne parce que ma mère avait exigé un dîner de famille. En arrivant, j'ai vu le véhicule de rêve de Nathan dans l'allée, un énorme Ford rangé rutilant avec encore les plaques du garage, et Léo était émerveillé. À l'intérieur, ma mère avait sorti la belle vaisselle, signe qu'on allait me demander quelque chose, et dès l'entrée en matière, Nathan a annoncé qu'il changeait de véhicule pour son entreprise de terrassement, un projet de 55 000 € avec des mensualités de 800 € qu'il paierait facilement. Mon père a ajouté qu'ils en avaient tous discuté et qu'il ne manquait plus que ma signature car le banquier avait dit que mon profil de chef était excellent, ce qui m'a fait réaliser qu'ils avaient déjà transmis mes informations financières sans mon accord. J'ai posé ma fourchette et j'ai dit non, ce qui a jeté un froid. Nathan a ri comme si c'était une blague mais j'ai maintenu mon refus en rappelant que la dernière fois ma note de crédit avait été détruite à cause de lui. Mon père a pris ce ton lourd et déçu en disant qu'il m'avait beaucoup aidé et que je faisais comme si j'avais tout porté seul,
mais j'ai sorti mon téléphone pour leur rappeler les menaces de saisie sur salaire et les appels des créanciers au restaurant. Ma mère a soupiré en disant que je gâchais tout et qu'il me demandait juste de faire partie de la solution, alors j'ai demandé à voir le contrat et les taux d'intérêt. Nathan a levé les yeux au ciel en disant que c'était incroyable que je ne leur fasse pas confiance, et mon père a fini par dire que si je faisais autant d'histoires pour un morceau de papier, c'est que je n'étais pas l'homme de famille qu'il croyait. Ma mère a ajouté une couche de culpabilité en rappelant tout ce qu'ils avaient fait pour moi et Léo, et Nathan a fini par me menacer en disant que lorsque mon père ne serait plus là et qu'il faudrait hériter de la maison, on se souviendrait de qui était là pour lui. Je suis resté de marbre, j'ai répété que je ne signerais rien et on est rentré à Lyon dans le silence, Léo s'endormant contre son siège. Le lendemain, j'ai reçu une rafale de messages me disant que j'avais blessé mon frère, qu'ils prenaient leur distance face à ma négativité et Nathan m'a dit de ne plus revenir jusqu'à ce que je comprenne ce qui comptait vraiment. Les semaines sont devenues des mois, ils m'ont exclu de tout, je voyais des photos de barbecue en famille sur les réseaux sociaux avec le nouveau pick-up garé en fond, mais aucune invitation pour nous. En décembre, j'ai envoyé un message pour le spectacle de Noël de Léo mais je suis resté sans réponse, et pour ses 6 ans en mars, aucun appel ni SMS de ses grands-parents n'est arrivé. Léo m'a demandé si mamie avait oublié, et j'ai eu la gorge serrée en lui répondant qu'elle s'en souvenait très bien pendant qu'il soufflait ses bougies en espérant que ses vœux arrivent jusqu'à eux. Il m'avait supprimé de Facebook mais ma mère commentait les photos de Nathan en disant à quel point elle était fière de lui et de son nouveau camion. En janvier, le concessionnaire m'a appelé pour confirmer que j'étais bien le garant du prêt, et quand j'ai dit que je n'avais jamais rien signé, la femme au téléphone m'a assuré qu'elle avait un contrat avec mon nom et ma signature. J'ai reçu le PDF par mail et j'ai découvert que mon nom, mon numéro de sécurité sociale et une imitation de ma signature y figuraient. Je n'ai pas appelé mes parents, j'ai appelé le service des fraudes de ma banque. Ils m'ont dit qu'il fallait un dépôt de plainte, alors j'ai pris une matinée sur mon temps de service pour aller au commissariat avec mon dossier sous le bras, racontant tout aux policiers, de la golf au dîner de famille jusqu'à l'usurpation d'identité. Le policier était presque choqué qu'ils aient fait ça à leur propre fils, et j'ai signé ma vraie signature à côté de la fausse avec les mains glacées, obtenant enfin un numéro de procès-verbal qui prouvait que je n'étais pas dramatique. Dehors, j'ai envoyé les photos du faux contrat, de mon refus par SMS et du numéro de plainte dans la discussion de famille avec une seule phrase précisant que toute communication future se ferait par mail pour des raisons juridiques. Mon téléphone a explosé d'insultes me traitant de traître, et le soir même mon père frappait à ma porte comme un sourd, hurlant que j'étais un moins que rien sans cette famille. Je n'ai pas ouvert, j'ai juste dit à Léo que c'était les voisins, et j'ai prévenu mon père que j'appellerais la police s'il ne partait pas. Le lendemain, j'ai changé les verrous, retiré mes parents de la liste des personnes autorisées à l'école de Léo et bloqué leur numéro pour ne garder que l'email. 2 semaines plus tard, la boîte de vitesse de mon père a lâché, et quand le restaurant a reçu l'appel, j'ai répondu que je ne parlais pas aux inconnus. Les gens pensent que couper les ponts c'est comme claquer une porte, mais c'est plutôt comme poser une poêle brûlante qu'on a tenue trop longtemps, la douleur reste un moment mais on finit par respirer. 3 mois après la plainte, notre vie était calme, mon équipe au restaurant est devenue notre vraie famille, sans commentaires passifs-agressifs ni histoire d'argent. Un dimanche, Léo m'a dit que c'était bien chez nous parce que plus personne n'était en colère contre lui à cause de leurs propres problèmes. Nathan a essayé de me culpabiliser par mail en disant que le garage lui mettait la pression et ma mère a utilisé l'excuse du besoin de grands-parents pour Léo, mais j'ai répondu que Léo avait une famille, celle qui le traite comme une personne et non comme une garantie bancaire. Mon père a tenté une dernière approche au restaurant, mais je lui ai dit que l'accès à ma vie n'était pas un droit familial mais quelque chose qui se mérite. Un soir, Léo a dessiné notre famille pour l'école avec moi en tenue de chef et ses collègues de la cuisine autour d'un barbecue, sans ses grands-parents, expliquant qu'il n'avait dessiné que les gens gentils. Quand Nathan m'a envoyé un message disant que papa était à l'hôpital et que je devais appeler, j'ai continué à préparer mon chili avec Léo sans décrocher le téléphone, car je sais désormais où s'arrête ma responsabilité. Mon cercle est plus petit, mais ma paix est immense, car la famille ne donne pas un accès automatique à votre argent, votre crédit ou votre enfant, et je ne suis plus disponible pour moins que ça.